Bonjour, nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour le quatrième webinaire de NatExpo, dont le sujet est les tendances de consommation et les prospectives. Donc, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui, pour débattre de ces sujets éminemment intéressants, Pascal Brousse. Donc, Pascal Brousse, qui est la fondatrice de Trend Sourcing, qui est un bureau de tendance et de prospective. Nous accueillons également Laetitia Deval, donc la fondatrice de l'Amazona, qui est une découvreuse de produits d'hygiène zéro déchet, et Pierrick Deronne, donc président de Natex Bio, la fédération des acteurs de la bio, et président de Biocop. Voilà, donc quant à moi, je suis Valérie Lemont, directrice générale adjointe de Space Organisation. Donc, je vous dis deux mots très rapidement sur notre société. Nous sommes le plus grand organisateur en France de salons bio et professionnels et grand public articulés autour de la thématique de la bio, du bien-être et du développement durable. Nous organisons une trentaine de manifestations sur l'ensemble du territoire avec une ligne éthique qui est évidemment très forte. L'ASPAS est une société qui existe depuis 40 ans. Donc, vous voyez, on a quand même une longue expérience derrière nous. Nous accueillons plus de 5000 exposants, 500 000 visiteurs sur l'ensemble de nos salons toute l'année, normalement. Donc, on a également déployé et créé une place de marché qui s'appelle Sevelia, qui donne accès aux marques bio à d'autres possibilités pour elles de se développer. Et Sevelia réunit 600 vendeurs, 400 000 produits et 600 vendeurs. Voilà, donc nous sommes très heureux d'être les organisateurs de NatExpo depuis 2013 pour le compte de la fédération Natex Bio. NatExpo, pour vous en dire deux mots pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, est un gros salon professionnel qui réunit tous les ans donc l'ensemble des acteurs de la filière. Nous attendons pour la prochaine édition de NatExpo qui va se dérouler en octobre, du 24 au 26 octobre à Paris dans Villepinte, 1350 exposants et 20 000 visiteurs. Donc, nous sommes très bien partis puisqu'au jour où je vous parle, nous avons dépassé le millième exposant, pardon, le millième exposant. Donc, les choses se passent plutôt bien. C'est un salon qui est extrêmement légitime et très reconnu par l'ensemble de la profession en France et à l'international. Donc, nous couvrons tous les secteurs de la bio, alimentaire, compléments alimentaires, cosmétiques, ingrédients, retail, services équipements pour les marques, développement, écoproduits, écoservices, avec des offres qui permettent à des petites sociétés très innovantes de pouvoir accéder à ce marché qui est un très beau marché. Donc, c'est un salon qui réunit la distribution spécialisée et la grande distribution. Et comme je vous le disais, c'est un salon de filière, donc on y accueille également un grand nombre d'importateurs, de grossistes, d'industriels, de transformateurs et d'acteurs de la santé, sans oublier la restauration. Voilà, donc c'est un salon qui est en grande forme, qui reflète la forme et la santé et la dynamique et la capacité d'innovation du secteur de la bio. Et une des clés et un des leviers, et là j'introduis du coup le webinaire, une des raisons d'être de NatExpo, c'est de donner à l'ensemble des acteurs de cette filière des clés pour accompagner leur croissance en disposant d'éléments d'information qui leur permettent de partir dans la bonne direction, mais surtout de répondre et d'anticiper aux attentes des consommateurs, qui sont ceux qui font évidemment le marché. Donc, je vais laisser la parole à Pascal, à Laetitia et à Pierrick qui vont rapidement se présenter, et puis ensuite, Pascal animera avec brio ce webinaire. Voilà. Donc, honneur aux dames. Très bien. Bon, merci Valérie pour cette introduction et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Pascal Brousse, j'ai créé Trend Sourcing il y a 21 ans pour vous informer de ce que les consommateurs voudront demain. Et déjà à la fin des années 90, j'étais très ancrée dans le bio, le développement durable, l'écologie et le bien-être qui se sont confirmés pour notre plus grand bonheur. Et j'accompagne les marques également en branding, en plateforme de marque, en cohérence, alignement des valeurs. Et j'ai grand plaisir depuis 4 ans à être beaucoup aussi avec les jeunes marques, puisqu'il n'y a jamais eu autant de lancements en cosmétique, en hygiène, en alimentaire. Et donc, je vais avoir le plaisir de converser également avec Laetitia. Je te laisse te présenter.
Bonjour, merci Pascal. Moi, j'ai fondé l'Amazona en 2010, c'était il y a 11 ans. Donc, on était les tout premiers à proposer tout ce qui était dentifrice solide, déodorant solide. C'est des concepts que l'on a inventés à l'époque parce que ça n'existait tout simplement pas. Le concept de shampoing solide, oui, oui, même nos grands-mères, grands-parents le connaissaient, mais du déodorant solide et du dentifrice solide, non, c'était tout à fait innovant. L'idée, en fait, avec l'Amazona, ça a été de vider la poubelle de la salle de bain, donc de créer des alternatives pour tout ce qu'on y trouvait. Ça a commencé avec des cotons à démaquiller lavables. J'ai perdu. Non, on est bon. Donc de la pure innovation française, et on s'est vite rajouté les contraintes d'être également bio, vegan et made in France. Et on peut être très fier, ben ça Pascal, je te laisserai le confirmer, mais très fier en France d'être précurseur sur le zéro déchet. Et étant nous-mêmes précurseurs sur le zéro déchet dans la salle de bain, on s'est retrouvés propulsés sur la scène internationale. Pierrick, tout à fait. Merci beaucoup. C'est super intéressant d'avoir ton historique, Laetitia, et je suis vraiment ravie que tu sois avec nous. Merci. Bah donc Pierrick, donc je suis effectivement président de Natex Bio, de la fédération des entreprises de la bio, mais je suis là surtout au nom de Biocop en tant que président de Biocop pour parler des tendances de consommation. Et alors je suis donc pour être président d'une coopérative, il faut être sociétaire, et donc je suis sociétaire en Ardèche. Donc là, je suis chez moi à Annonay. Et je suis gérant d'une SCOP, coopérative de salariés, qui a 3 magasins, donc entre Annonay et Saint-Étienne. Voilà, rapidement. Après, je pense que beaucoup connaissent Biocop, voilà, mais on y reviendra peut-être, en tout cas sur la question des engagements et de l'alignement de la consommation et des engagements qu'on peut prendre sur l'équitable, la relocalisation, les circuits courts, etc. Mais je pense qu'on y reviendra. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous avons mis un petit peu plus longtemps, mais le but, c'est d'essayer de vous maintenir en ligne pendant l'heure et d'avoir vos questions le plus tôt possible, puisque c'est vrai que souvent, on a envie de poser des questions à la fin, mais au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus convivial. Donc, n'hésitez pas, hein, nous allons tous regarder dans le chat les sujets que vous souhaitez voir abordés. Alors, je tenais également à vous dire que dans les thématiques que nous avons choisies, elles sont en rapport avec les produits que vous aurez et les exposants que vous aurez le plaisir de voir à Natexpo dans l'édition parisienne d'octobre 2021. Donc, nous ne serons pas sur de la prospective à 3 ou 5 ans, je ne dis même pas plus longtemps, puisque ça devient quand même assez compliqué dans ce monde mouvant d'aller prévoir ce qui se passera dans 10 ans. Donc, ce sont des tendances et des mouvements. Moi, je dirais beaucoup plus au-delà des tendances, nous sommes dans des mouvements qui sont installés. Donc, ce sera effectivement intéressant d'une part de regarder rapidement l'historique, de voir pourquoi ils s'installent et de pouvoir, de ce fait, prévoir comment ils pourraient bouger dans les temps à venir. Alors, pour moi, le plus gros sujet, en tout cas celui qui concentre le plus d'interrogations, de questionnements et de passion, c'est le sujet justement du zéro déchet, le sujet de consommer autrement, de faire avec de l'upcycling, de faire effectivement avec d'autres types de packaging et d'usage. Et c'est un mouvement, donc on le sait hein, maintenant depuis quelques années, ce n'est pas une tendance. D'ailleurs, la preuve est que pratiquement toutes les multinationales en cosmétique ont lancé leurs produits solides en 2020, Henkel, L'Oréal, P&G, et que cela se décline maintenant à tous les niveaux. Donc effectivement, Laetitia rappelait au début le déodorant, on connaissait certes déjà le shampoing, mais maintenant on voit que ça se décline également au niveau du soin du corps. Il y a du soin visage qui va de plus en plus apparaître. Nous avons également l'hygiène buccale, dentaire, avec des dentifrices solides. Nous avons des huiles démaquillantes. Nous avons aussi pour laver la vaisselle, donc des produits ménagers. Donc on voit que c'est un mouvement très fort. Et
Donc, je vais avoir le plaisir de partager tout cela avec vous et de parler aussi du vrac et de voir son étendue en magasin, de voir comment la tendance grandit, même s'il y a eu un ralentissement pendant cette temporalité de Covid. On verra aussi juste après, justement, un peu l'inverse qui est un retour à un hygiénisme ou parfois un suremballage. Hein. De toute manière, tout ce qui est mouvement et tendance, on peut avoir l'inverse aussi et son contraire. Mais quand même, hein, on a dans les dernières statistiques que j'ai vues, d'abord on a une vraie refonte des comportements, hein, puisque tous les instituts de sondage nous indiquent vraiment que ça passe par les plus jeunes qui éduquent les aînés, les parents, les grands-parents, que ce soit à trier, que ce soit à manger moins de viande, à arrêter d'apporter de l'eau en bouteille, à initier donc une autre cosmétique. Et un dernier sondage d'OpinionWay et de SmartWay de 2021, les Français et le gaspillage, montrait que désormais 94% des Français déclarent faire attention au gaspillage alimentaire et un Français sur deux se sent même coupable au moment de jeter un produit. Donc, ça, c'est important. Il y a également toute la loi de l'économie circulaire hein, qui finalement, à marche forcée, nous fait changer également. On voit déjà qu'il n'y a plus de paille, plus de gobelets en plastique. On ne pourra plus vendre de fruits et légumes emballés en plastique. Et ça, ce sera en bio, ce sera tout à fait cohérent. Ça a déjà été de toute manière... c'est déjà en marche hein, chez certaines enseignes. Et d'ici 2030, la France devrait imposer une certaine quantité de produits en vrac dans les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Voilà, donc j'ai déjà suffisamment parlé pour cette introduction du sujet. Donc j'aimerais beaucoup que tous les deux, Laetitia et Pierrick, vous nous racontiez, alors Laetitia d'une part, au niveau de beauté et hygiène, comment tout ce mouvement a pris de l'ampleur et au même titre, je vois d'ailleurs que ta participation chez l'Amazona, l'étendue du stand est passée de 9 mètres carrés à 18 mètres carrés. Tu as doublé, ce qui montre bien l'engouement. Tu as même créé une deuxième marque en GMS, hein, The Green Emporium. Ça, c'est une idée fabuleuse pour démocratiser, hein, puisque c'est bien ce dont nous parlons, la démocratisation. Et Pierrick, ce sera très intéressant de voir également côté cosmétique et aussi alimentaire dans les différents Biocoop, où en est la demande des clients et quelle est la place dédiée et que prévoir pour les mois et les années à venir. Donc Laetitia, raconte-nous l'essor hein, de tes marques et ce que tu entrevois au titre du zéro déchet et des produits solides. Pour l'avenir. Oui, alors l'histoire, elle est belle dans le sens où en 2010, donc les produits partaient vraiment du même concept qu'aujourd'hui, rien n'a changé là-dessus, mais il est hors de question de parler de zéro déchet, puisque c'est une expression que personne n'utilisait. Même Zero Waste France était très très peu connu. Donc je les expliquais comme étant écologique et économique. Et c'est aussi le parti pris de Bea Johnson, qui a été la première à écrire un livre sur Ma vie zéro déchet, et qui incitait les gens à passer au zéro déchet pour faire des économies, consommer la juste dose, et venait dans un second temps la limitation des emballages et de l'impact que l'on peut avoir sur la planète. Mais l'argument premier était économique pour réussir à faire comprendre le concept. Et on a une chance en France, ce qui nous a propulsé en tant que précurseurs sur le sujet, en tout cas à mes yeux, c'est le fait qu'on a accueilli la COP 21 en 2015. Et là, en l'espace d'un an, pour moi, le concept de l'Amazona a été compris, pour le côté zéro déchet et le côté vegan des produits, puisque les deux, pour moi, ont explosé en même temps. On avait des affiches qui circulaient pas mal à l'époque, disant « Un végétarien en 4x4 pollue moins qu'un omnivore à vélo ». Donc ça faisait beaucoup réfléchir. Et je continue à l'entendre 6 ans après, je suis végétarien pour limiter mon impact avant le bien-être animal. Et alors à l'époque, donc j'étais tout seule pendant 5 ans, j'ai développé l'Amazona toute seule sans pouvoir me payer. C'était vraiment un petit projet, enfin un projet tout petit au départ qui a mis longtemps à se construire. On en parlait tout à l'heure, Pascal, notamment parce que je n'ai pas fait rentrer de fonds d'investissement ni
ni même d'emprunt bancaire. Je suis partie Oui, tu es vraiment une marque très, très rare à ce niveau-là. Voilà, donc tout petit. Donc, il a fallu faire grandir ça. Et finalement, l'Amazona a grandi en même temps que le marché s'est créé. Et j'ai énormément communiqué auprès des blogueuses en répétant l'expression cosmétique solide. En réalité, on fait des produits d'hygiène. Un shampoing, c'est un produit d'hygiène, mais c'est peu sexy, hygiène solide. Du coup, j'ai réussi à faire intégrer l'expression cosmétique solide un petit peu dans le vocabulaire courant, du moins sur Facebook et Instagram. Et l'expression est restée. Et d'un produit, d'un shampoing, d'un déodorant, on en est venu à un produit finalement fun et à la mode. Et alors, à l'époque, j'avais très, très peur qu'on soit sur une tendance, sur une petite mode, sur une mode qui allait s'effondrer 2-3 ans après, sur un engouement par pure curiosité. Et j'avais vraiment cette trouille que tout ça s'effondre rapidement. Et finalement, on est là en 2021 et comme tu viens de le dire, Pascal, on a L'Oréal, Unilever, tout le monde a sorti son shampoing solide avec des articles disant que des petites marques leur avaient un petit peu titillé les orteils et ça les avait motivés à passer eux aussi à cette tendance. Donc, on est en train d'en faire une lame de fond de cette tendance et ça veut dire qu'on est en train de gagner la bataille. Donc, ça, c'est génial. Du coup, l'avenir, il semble radieux sur le sujet. Nous, ça nous a embêtés d'entendre L'Oréal dire je vais aller faire des cosmétiques solides. C'était un matin, j'étais en train de donner une conférence sur Facebook avec à côté de moi la directrice marketing de L'Oréal qui dit dans 2 ans, on y va nous aussi, on va faire du shampoing solide. Et ça faisait 3-4 ans qu'on refusait les appels du pied de Franprix, de Monop et compagnie. Et là, on apprend que L'Oréal va y aller. Donc, je suis rentrée au bureau et j'ai dit bon, l'équipe, finalement, on va créer une marque pour la grande distribution parce qu'il n'est pas question que L'Oréal aille tout seul face aux acheteurs dire ce qui, pour lui, est un bon shampoing solide, alors qu'on a des concepts qui vont bien plus loin nous, que juste la question de l'emballage. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup The Green Emporium, hop, deuxième marque, grande distribution. On l'a assumé, on a envoyé d'abord des newsletters à nos clients pros, à nos clients particuliers. On n'a pas fait ça de manière cachée en ne disant pas que c'était l'Amazona, bien au contraire. Et ça a même créé un engouement auprès de nos consommateurs disant c'est bien, allez-y, foncez, on a tellement de choses à faire, il faut y aller. Donc une belle histoire là aussi. Et ça avance vraiment bien puisqu'on a eu le premier test de cosmétiques solides en vrac dans un supermarché, c'était dans un Monoprix. Oui, c'était à Lyon. C'était à Lyon, tout à fait. Au début, ça a été une catastrophe parce que pour des raisons d'hygiène, ils voulaient à tout prix mettre des portes, donc du plexiglas devant les produits. Donc personne ne comprenait ce que c'était. Et au bout de quelques jours, on a enlevé les portes et là, ça y est, c'était l'explosion et ça a décollé comme dans un magasin bio. Et heureusement, puisque les consommateurs sont partout, il faut qu'on leur apporte la solution. Si vous allez mettre le pied en supermarché, moi ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, c'est affolant. C'est un rayon de plastique. Donc vous mettez quelques produits en carton à côté et tout de suite on se sent un petit peu mieux. Donc faut aller toujours plus loin. Ouais. Et cette concurrence qui arrive de toutes parts, elle est pour moi le signe d'un marché qui évolue, qui est en train de se structurer pour le coup. Ouais, c'est bien. Puis au niveau formulation aussi, puisque on a vu notamment l'arrivée de l'Occitane, là tout récemment, qui a travaillé aussi pour que ces produits fondent moins. Et je sais que tu travailles aussi activement pour te passer notamment du SCI et nul doute que tu vas y arriver. Donc ça va être aussi très, très moteur pour le marché de demain. Alors, on a des premières questions. Je vois Agnès Toury qui nous demande est-ce que nous avons des chiffres sur les ventes et le développement des produits solides en France et en Europe et Michel Vincent qui nous demande la part des produits solides en France. Alors moi j'ai les nôtres, mais je n'ai pas ceux du marché. Je peux vous assurer que c'est une croissance exponentielle juste chez nous, donc ça l'est au niveau global, puisqu'on est de la concurrence qui arrive de toutes parts, autant les grands groupes que des petites marques poussées par des fonds d'investissement, que des petites marques locales du savonnier du village qui se met à faire du solide. Donc le solide, on en voit, on en voit vraiment partout à l'heure actuelle. Sur les chiffres, Pascal, je te laisserai lancer des études pour qu'on puisse les récupérer. Ouais. Et alors oui, là j'ai vu passer des chiffres récemment dans LSA. Je vais les récupérer. Il y a également, très bien, merci beaucoup Laetitia, on va te réentendre de toute manière. Et j'en profite pour donner la parole à Pierrick parce qu'il y a justement Didier Baville qui est intéressé par le point de vue de Biocop aussi sur les choix de relocalisation. Alors bon, je vais d'abord laisser répondre sur le sujet, mais ensuite, on a un point à faire sur la relocalisation, les produits d'importation tels que
Le quinoa, aujourd'hui produit en France, mais en agriculture mécanisée, même en bio, avec une forte empreinte environnementale. Et en plus, on sait aussi en aparté que ce quinoa-là n'a pas la même qualité nutritionnelle que le quinoa avec son biotope d'origine des Andes. Voilà, donc comment abordez-vous ce questionnement et comment repenser toutes ces études d'analyse de cycle de vie voilà. Donc, Je alors, réponds écoutez. je réponds, je fais un Oui, petit point sur le zéro déchet et le vrac avant. En fait, il y a plusieurs sujets. Les consommateurs sont beaucoup questionnants et légitimement sur l'emballage. C'est vraiment, en tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on est le plus stimulé. Alors, sur la question du vrac, chez Biocop, c'est dans notre ADN, hein, depuis le départ, depuis les années 80, il y avait des sacs de farine au milieu du magasin où les gens venaient se servir. C'est la culture de l'association de consommateurs, hein, qui partageaient dans des garages des sacs de riz en plus petits paquets. Donc, le vrac a toujours fait partie de la dynamique de Biocop. Aujourd'hui, on pèse 15% du marché du vrac national, conventionnel et bio confondus. Donc, on est un acteur de vrac. Alors, 15% sur la partie épicerie, donc silo, bac, etc. Quand on intègre fruits et légumes, boucherie, fromagerie, on est à un tiers de nos ventes en vrac et on vise la moitié de nos ventes en vrac d'ici 2025. Donc, on va continuer dans cette démarche-là. Après, le grand sujet, c'est bien beau d'avoir un rayon vrac. Si derrière notre épicerie est bourrée de plastique ou nos biscuits sont vendus en emballage individuel, parce que c'est là-dessus qu'on est questionné. Donc là, il y a un double enjeu. Alors, il y a un enjeu d'accompagnement des consommateurs. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de consommateurs qui viennent avec leurs bocaux, qui se questionnent sur les emballages et c'est assez incroyable d'ailleurs, ça fait 2-3 ans, hein, il y a des gens qui arrivent avec des caddies de bocaux ou de bouteilles vides ouais. pour remplir de tout, quoi. Nous, on fait de la bière en vrac chez nous. Enfin, voilà, il y a énormément Et puis, de, on constate que c'est beaucoup plus facile d'acheter aussi maintenant des petits sachets chez Biocop et dans d'autres enseignes à on peut garder. faciliter la vie des consommateurs parce qu'en fait, le plastique et la consommation de masse pendant des décennies, facilité la vie des consommateurs. L'emballage, etc., c'est bon. C'était de la facilitation. Passer au vrac, c'est de la complexification. Quand on est une famille de 6, pour ramener ses bocaux, faire ses courses, il faut être prévoyant, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, remplir son coffre. On part avec le coffre plein pour revenir avec le coffre plein. Ou alors quand on est en ville, dans les grandes villes, quand on part le matin au boulot, il faut prendre sa bouteille d'huile vide pour la remplir en passant, en rentrant le soir. Enfin bon, c'est quand même une mécanique, c'est une mécanique à avoir, mais voilà, l'idée c'est de faciliter la vie des consommateurs. Et après, il y a la question de l'emballage. Et donc là, on a un grand sujet dans le bio et à différents niveaux. C'est la question de taille critique. Et je pense que ça va être un des grands enjeux pour Biocop, notamment en tant que leader des spécialisés. C'est qu'on est leader des spécialisés, mais on est tout petit sur le marché de l'alimentation. On est vraiment tout petit. Et donc, traiter de la question du plastique, évidemment que Biocop n'y arrivera pas tout seul et le monde de la bio n'y arrivera pas tout seul. Il faut énormément de recherche et développement, il faut des engagements forts. Enfin, au-delà des engagements, il faut arriver à concrétiser tout ça. Donc, on se fixe des ambitions très fortes. Ensuite, il faut aussi, alors à la fois avoir un peu de radicalité, comme ce qu'on a fait en arrêtant l'eau en bouteille plastique, donc se dire qu'on peut se couper de chiffre d'affaires. Par contre, il faut aussi accompagner le consommateur et oui, passer au vrac, c'est pas toujours évident tout de suite. Alors, je pense que c'est pas le cas du solide parce que là, c'est un changement, enfin, et c'est direct, c'est-à-dire les emballages en cosmétique, enfin en cosmétique et en hygiène, c'est quand même une catastrophe. C'est quand même le rayon où il y a le plus de plastique dans une Biocop. Et donc, mécaniquement, on pense au paquet de pâtes ou au paquet de biscuits, mais c'est pas là que se trouve le plus de plastique. Et donc, Alors, c'est un vrai enjeu. c'est La en question train de du modèle changer, alimentaire, mais ça va changer progressivement. Il y a énormément, progressivement, on ouais. le sait, hein, il y a les fournisseurs de packaging mettent les bouchées doubles pour trouver aussi des alternatives et les marques switch
d'un côté vers d'autres types de plastique ou regarde le verre ou l'aluminium et autres. Mais bon, là, après, Oui, oui. on rentre Et dans après, il y d'autres a la détails parce consigne. qu'il faut regarder le bilan carbone, hein, puisque l'extraction de ces matériaux peut être 4 à 5 fois supérieure. Un des gros enjeux, c'est la réutilisation. C'est-à-dire, C'est ça, le ouais, meilleur emballage, c'est celui qu'on ne produit voilà, pas. Donc, exactement. voilà, remettre en place la consigne. Donc, la Biocop, il Ouais. travaille à l'échelle nationale. Donc, voilà, ce sont des vrais enjeux. Puis après, pour répondre à la question de la relocalisation, alors le cycle de vie est forcément analysé. Moi, je connais pas hyper bien le quinoa. Alors évidemment, c'est une autre variété. Euh, bon, nous, on a toujours du quinoa de Bolivie équitable. Après, les Boliviens ont beaucoup de mal à se payer du quinoa parce Mm. que c'est un. Donc, il y a quand même quelque chose à travailler à cet endroit-là, même en termes euh, voilà, éthique, ou voilà, c'est quand les gens qui produisent ne peuvent plus se payer ce qu'ils produisent, ça pose quand même des grandes questions. Et donc, on a travaillé à de la relocalisation. Euh, Après, la bio est mécanisée, hein, on va pas se mentir. Et heureusement, c'est pas un retour à la lampe à huile et au cheval de trait. Hein. La bio est mécanisée. Après, la question du cycle de vie est une question très intéressante, et notamment, je vais peut-être prendre l'exemple de l'avocat qui, moi, nous pose, Mm. l'avocat, c'est l'or vert, et ça pose beaucoup de questions. Donc, Biocop ne vend plus, enfin, respecte la saisonnalité, ne vend plus d'avocats d'Amérique du Sud, vend d'avocat espagnol, et il faut une quantité incroyable d'eau pour faire un kilo d'avocat en Espagne. Alors, en termes de relocalisation, c'est hyper intéressant. Et le pays qui arriverait à faire des avocats avec beaucoup moins d'eau, c'est le Kenya. Donc, imaginez la réaction des consommateurs si demain Biocop vendait des avocats du Kenya. Voilà. Donc, tout ça, c'est des enjeux hyper intéressants, sensibles, centraux. Après, voilà, il faut, selon chaque production, euh, travailler aussi à faire de la pédagogie auprès des consommateurs, et à comprendre les différents enjeux. On peut avoir un angle gaz à effet de serre, transport, on peut avoir un angle eau, on peut avoir un angle équitable, on peut avoir différents angles. Bah, après, ce sont des arbitrages. En tout cas, l'objectif de Biocop est bien de relocaliser un maximum de production, et quand on parle de relocalisation, c'est pas forcément à l'échelle locale ou française, mais peut-être parfois à l'échelle européenne. En tout cas, voilà, donc on assume ça. Après, évidemment qu'il y a plein de complexités selon les productions, et ça, c'est évident. Oui, ben, c'est très bien répondu. C'est vrai qu'il n'y a pas de système vertueux, de même que dans le packaging écologique, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. On est obligé de regarder les arbitrages. Et en fait, le bilan carbone est ce que souhaite faire l'entreprise au global, ce qu'elle souhaite prioriser dans ce que vous venez d'annoncer entre le transport, la réduction d'eau, de déchets, etc. Mais il n'y a pas que la réduction du plastique, et que par ailleurs, on ne peut pas se dire il n'y aura plus de plastique. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a du plastique dans toutes les industries. Il rend des services. C'est plutôt le déchet et la fin de vie du plastique qui posent un vrai problème. Alors, je regarde les questions et je vois, Laetitia, une question de Bénédicte Bouvroux qui est intéressante sur l'offre des produits solides qui effectivement augmente, mais il manque une offre de support. Donc, quelle alternative au savon qui baigne dans son porte-savon? C'est pour ça il y a des marques qui ont répondu, d'ailleurs comme Oumaï qui a fait un joli porte-savon en liège, mais j'ai vu avec grand plaisir que l'Amazona avait carrément fait un organisateur de salle de bain. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors ça partait d'un constat. Moi, j'ai vécu en couple pendant des années, mais très simplement avec 3 couvercles de bocaux au bord de la baignoire, et je savais exactement où était quoi. Puis changement de vie, je me retrouve belle maman de 3 jeunes enfants. Et alors là, le carnage dans la salle de bain est complètement différent, et je réalise que l'organisateur de salle de bain qu'on me réclame depuis quelques années est une vraie nécessité au sein des familles. Et du coup, alors j'en ai pas sous la main, mais on a comme un porte-savon, mais avec une grille qui représente l'usage
que va avoir le produit que vous avez posé dessus. Donc, ça représente quelqu'un en train de se shampouiner ou en train de se nettoyer le visage. Et comme ça, dès que les enfants sont tout seuls dans la salle de bain, ils savent quoi utiliser. Idem pour les amis, hein, on a pas mal d'histoires de personnes qui se sont brossées les dents avec du déo ou lavé les cheveux avec un dentifrice. C'est arrivé. Bon, il n'y a jamais grand mal, donc pas de drame, ça fait des bonnes histoires à raconter. Mais si on veut que le solide soit vraiment une part du quotidien facile, c'est effectivement l'objet qui me manquait. Voilà. Merci, très bien. Bah, justement, il y a aussi Bénédicte Bouvreau qui nous dit qu'il existe un porte-savon aimanté qui laisse le savon, shampoing solide séché à l'air. Et effectivement, je confirme, je l'ai. Et d'ailleurs, j'utilise ce dentifrice en ce moment que j'aime beaucoup. On a également Marité Castin qui nous donne des chiffres. Merci beaucoup, Marité. Donc, 13,4 millions, le nombre de Français qui ont acheté des cosmétiques solides en 2020. Donc, c'est carrément plus d'un quart des adultes. Formidable, hein. Ce sont les chiffres de Kantar, hors déodorant et dentifrice. Et voilà. Et 3,7 millions, le chiffre d'affaires 2020 des shampoings solides en GMS, soit 0,9% du marché, source IRI. Tout circuit GMS. Et nul doute que ça va monter. Alors, j'ai abordé la question du SCI, du fameux tensioactif. Donc, Jérôme Martineau aimerait savoir par quoi tu vas le remplacer, Laetitia, si tu peux le dire à l'heure actuelle. Alors, je n'ai pas encore la réponse puisqu'on vient de lancer une thèse sur le sujet. Donc, on part de recherche fondamentale. La solution va prendre des années pour arriver. Mais l'idée, c'est bien d'en chercher une. Pour ceux qui n'auraient pas conscience idée du problème, c'est que pour faire mousser un shampoing, ce qu'on utilise bien souvent, ce sont des sulfates. Or, les sulfates vont un peu trop décaper le cuir chevelu et du coup, on va devoir se laver les cheveux tous les 2 jours, tous les jours ou tous les 2 jours. Or, dès que vous retirez les sulfates d'un produit, là, on est sur ce fameux SCI, c'est un dérivé de la coco. Ce fameux SCI, du coup, permet d'espacer les shampoings, de laver les cheveux que tous les 3, 4, 5 jours très facilement. Le problème, c'est que ce SCI n'est pas autorisé en bio, alors que certains sulfates le sont, mais c'est un parti pris qu'on a eu depuis des années. Je ne vois pas l'intérêt de vous imposer de vous laver les cheveux 2 fois plus que nécessaire quand on a une solution sous la main. Donc, c'est notre choix. Et la thèse est là pour trouver un tensioactif, donc un agent moussant qui soit labellisable bio, et on s'est mis la contrainte de réussir à le fabriquer en France. Donc, quand je vous dis recherche fondamentale, ça va effectivement prendre des années. Mais on est sur le coup et on tiendra tout le monde au courant là-dessus, bien sûr. Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls à chercher d'ailleurs, donc avec un peu de chance, d'autres alternatives arriveront encore plus vite. Oui, je pense qu'effectivement, ça va être le cas. Et formidable. Alors, voilà. Justine, les chiffres d'IRI et Kantar, ils sont plus hauts dans le chat. Je réponds en même temps. Donc, voilà, on a beaucoup de questions qui arrivent et en même temps, on va avancer aussi sur nos mouvements et nos tendances. On peut peut-être continuer. Alors, il y a encore une question, par exemple, de Sabine sur la protection des produits en vrac en magasin. Donc, Pierrick, comment faire par rapport à une contamination, de la microbio? Bon, ça dépend, j'imagine, quel produit. Hein. À partir du moment où c'est des fruits et légumes, je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis. Oui, alors ça dépend des produits, effectivement. Là, c'est une question d'hygiène. Après, on peut avoir des vrais sujets. Alors, je pense que c'est assez rare dans les magasins des produits en vrac sans gluten, parce que évidemment là, ça devient compliqué d'assurer la non-contamination par du gluten de produits sans gluten. Non, là, c'est des questions d'hygiène, hein, de nettoyage régulier à chaque remplissage, etc. Mais forcément, il y a, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière contamination croisée, mais forcément, quand on met en libre service, il y a un sujet. Il y a un sujet. Donc, sur des questions de sans gluten, je pense que c'est pas possible de le mettre en libre service. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, il y a de l'hygiène, il y a une hygiène appuyée dans les magasins spécialisés autour du vrac. Après, la question de Jean-Noël Villemain est intéressante sur les plastiques, parce que souvent les alternatives aux emballages sont pires que le plastique lui-même, et sont parfois beaucoup plus difficiles à recycler, etc. ont peut-être moins d'impact. Et nous, on avait fait des ACV, des emballages, et c'est peut-être contre-intuitif, mais il vaut mieux emballer en plastique qu'en verre.
Si jamais le verre est utilisé pour être cassé, donc un usage unique pour être recyclé, il vaut mieux certains plastiques. Alors évidemment que c'est contre-intuitif pour tous les consommateurs, mais le sujet, c'est le sujet du réemploi et donc ça, bon, en tout cas, Et la c'est question est hyper intéressante. ouais. C'est pour ça que c'est un sujet complexe et on doit vraiment regarder la réutilisation des contenants. Et c'est ça qui fait, bien entendu, baisser le bilan carbone. Et heureusement, encore une fois, on aura de toute manière l'obligation de ne plus utiliser notamment de plastique à usage unique. Je voulais revenir aussi sur quelque chose qui va, je pense, intéresser nos auditeurs, Laetitia, c'est par rapport au test que tu as fait donc en vrac à Lyon. Est-ce que tu peux nous raconter le process d'achat, puisque j'ai vu que tu avais poussé le détail jusque faire des étiquettes biodégradables. Donc comment ça se passe? On se sert avec une pince? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors en magasin bio, vous allez prendre le shampoing et ce qu'on appelle une étiquette vrac, c'est comme une petite carte de visite puisque légalement, vous devez repartir à la maison avec le numéro de lot du produit et la liste INCI, la liste des ingrédients. Tout ça en cas d'allergie. Donc en magasin bio, c'est facilement géré. Le personnel a plus le temps, ou prend plus le temps en tout cas, ça je laisserai Pierrick juger, mais de bien positionner les étiquettes et de bien faire ce travail-là, de ne pas mélanger les numéros de lot, etc. En GMS, il faut être plus efficace, plus rapide. Et du coup, on a réussi à trouver effectivement des étiquettes qui se collent au dos du produit et qui sont biodégradables. Là aussi, on a de plus en plus de choix. Quand on cherchait ce genre de matériaux il y a 5 ans, c'était très difficile de trouver une offre de la part de nos imprimeurs. Mais maintenant, ça y est, de plus en plus de solutions arrivent et nous facilitent la vie, nous, en tant qu'entreprise, pour le coup. C'est pour ça qu'on va vers de belles choses. Très bien. Bon. Et donc, pour peut-être finir sur ce mouvement, à moins qu'il y ait d'autres questions, est-ce que tu as des projets? Comment est étendue toute l'offre maintenant? Tu couvres quasiment tout le corps et le visage. Raconte. Oui, alors du coup, on ne veut pas créer de nouveaux besoins, ce serait complètement illogique avec le projet. Donc, on est en train de sortir de la salle de bain pour aller vers la cuisine. On a quelque chose, nous, qui nous manque à titre personnel dans l'équipe. On est 70 aujourd'hui, donc on a de quoi partager nos expériences. Et ce qui nous manque, c'est un pain de vaisselle. Parce que autant la lessive, on arrive à la fabriquer nous-mêmes, mais le solide vaisselle, on n'a pas trouvé d'alternative qui mousse assez bien, qui se rince assez bien. Donc, on s'est dit qu'on allait s'attaquer au sujet. Et c'est chose faite et ça arrivera au mois de septembre. Ah, bah, formidable. Moi, c'est vrai que j'aurais plaisir à l'utiliser. Moi, j'utilise celui de Pachamamaï et des petits bidons. Voilà, donc, très bien. Bon, je vois qu'on a aussi, on a beaucoup de retours au niveau du quinoa, que là, vous pourrez regarder entre les semences, l'appauvrissement de la diversité génétique, et puis toutes les questions qui se posent aussi, oui, pour la stevia, la chia qui commence à être produite aussi en France. Hein, j'entendais Marion Dodden qui s'approvisionne. Et oui, c'est vrai que de toute manière, dès qu'un ingrédient devient relayé par les médias, par les influenceurs, voilà, enfin ça nous pose des vrais soucis éthiques quand ça vient de loin. Ça fait en même temps vivre des producteurs, mais ça peut déstabiliser tout un système. On en est conscient. Je me permets d'intervenir, mais c'est vrai que c'est un point qui est important puisqu'on est aujourd'hui confronté à des consommateurs, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pierrick, et puis vous aussi d'ailleurs, Laetitia, qui sont extrêmement regardants et très au fait du comportement éthique et du comportement sincère d'une marque ou d'un distributeur. Donc, saisir une opportunité pour aller plus vite, pour aller peut-être moins cher, plus efficace, ça peut parfois avoir des effets délétères puisque ces consommateurs savent exactement, ou en tous les cas soupçonnent ou imaginent quels peuvent être les effets négatifs sur les producteurs initiaux de ces produits-là. Donc là, on est nous très impressionnés et très intéressés par toute cette intelligence qui est produite par l'ensemble des acteurs de ce secteur pour de plus en plus et toujours de mieux en mieux
aller dans cette direction-là pour pouvoir répondre le doigt sur la couture à ces futurs consommateurs ou à ces consommateurs qui sont vraiment très, très regardants par rapport à ce que les uns et les autres font. Et puis, Valérie, au niveau de Natexpo, hein, vous disiez que tout ce secteur du vrac, zéro déchet, upcycling, enfin avec le lab que vous avez créé, est en plein essor. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, en plein essor. En fait, comme je l'expliquais au tout début de l'intervention, la justification de Natexpo, c'est d'être vraiment collé à la réalité terrain et de pouvoir apporter aux transformateurs, aux industriels et évidemment à la distribution des produits, des solutions, des services qui vont les aider à aller dans ce mouvement-là. Donc on a en 2017 travaillé une proposition qui a vu le jour en 2018 en ayant identifié là pour le coup ce qui commençait à être une tendance pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui, qui est l'économie circulaire, l'upcycling, le zéro déchet, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cet espace qui s'appelle le Lab et qui accueille des startups. Donc on aurait pu vous accueillir, Laetitia, il y a quelques années typiquement hein, sur cet espace-là, des startups qui proposent des produits où on réfléchit à des solutions, quelles qu'elles soient, et qui vont dans ce sens-là. Donc, on a aujourd'hui une quarantaine d'exposants sur ce secteur-là, donc enfin, sur le lab, donc c'est une belle réussite. Ça permet à ces toutes petites entreprises de rentrer en contact avec des acteurs comme Biocop ou avec des transformateurs, enfin de créer vraiment une émulation. Et on a également considéré qu'il était super important de mettre au cœur du salon et au cœur du dispositif cette offre éco-produits, éco-services avec les solutions pour le magasin et pour les marques qui vont également dans ce sens-là pour en faire la démonstration que ces préoccupations étaient au centre du sujet et qu'aujourd'hui, la bio, oui, mais la bio responsable, enfin équitable, ça c'est sûr, mais la bio responsable, la bio écologique, même si ça paraît être quelque chose d'assez redondant, c'était absolument essentiel. Et quand on voit la créativité, l'inventivité, l'innovation qui se trouve à ces endroits-là, aussi bien produites par des sociétés qui existent depuis longtemps, mais qui partent sur un autre chemin, que de la part, comme vous le disiez tout à l'heure Pascal, enfin comme tu le disais, de sociétés qui arrivent tout simplement hein, sur le marché. Pour vous donner une petite idée, puis après je te relaisse la parole, sur Natexpo aujourd'hui, comme je le disais, on est à 1000 exposants. Sur ces 1000 exposants, on accueille 200 sociétés qui n'ont jamais exposé sur le salon avant. Donc, c'est vraiment très représentatif de cette dynamique et toutes ces sociétés, évidemment, sont colorées enfin voilà, elles vont dans cette direction et elles proposent des produits vrac, zéro déchet, etc. Voilà. On voit bien qu'il y a un engouement très fort hein, et que toutes les marques lancent et se questionnent, en tout cas pour lancer rapidement. Alors, nous avons beaucoup de questions sur le packaging et je comprends, ça cristallise tous les débats. Hein. J'ai moi-même une étude sur le sujet et j'interviens beaucoup en workshop avec Gérald Martinez. Alors, je pense qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions parce que entre les filières de recyclage qui sont créées, qui ne sont pas encore créées selon les matériaux, le pourcentage de plastique recyclé qui, selon les chiffres, est entre 20 et 30%. Et puis, là, on a une question sur l'utilisation de l'aluminium pour l'emballage et le bioplastique. Alors, bon, est-ce que tu veux répondre, Laetitia, sur le bioplastique, éventuellement? Oui, alors ça partait de l'idée de vouloir expliquer ce qu'était le bioplastique, parce que je voyais énormément d'âneries diffusées un peu partout, et je voulais expliquer la différence entre un plastique biodégradable, biosourcé, etc., etc. Et malheureusement, on s'est rendu compte que le sujet était tellement compliqué que même en y mettant beaucoup de cœur, on était incompris. Donc, on a poursuivi sur ce parti pris. On l'a fait d'abord pour un auriculi, donc ce qui nous a permis de localiser cette fabrication en France, alors que c'était un ustensile qui venait d'Asie à l'origine pour se nettoyer les oreilles. On l'a repris pour les fameux organisateurs de salles de bain, mais on se rend vraiment compte qu'on est incompris sur le sujet. Alors nous, notre idée sur le bioplastique, c'est d'en maîtriser la fin de vie à tout prix. C'est qu'on est sur un objet que l'on peut réutiliser toute sa vie, on n'est pas sur de l'emballage à usage unique, donc pour nous, c'est tout à fait justifié. Mais on va continuer à tâcher d'évangéliser sur le sujet
avec l'inquiétude aussi des consommateurs de d'où vient mon bioplastique, est-ce qu'on n'est pas allé piocher dans des ressources alimentaires? Donc il y a une vraie crainte justifiée, mais allez vous renseigner dès que vous voyez le mot bioplastique sur un produit pour aller creuser un petit peu d'où il vient, et ça peut être une bonne alternative, à mes yeux en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. On a encore beaucoup de choses sur le quinoa qui arrive avec Claudie Ravel. Bonjour, et du spécifique où Pierrick, vous pourrez aller creuser davantage toutes ces questions sur le quinoa qui effectivement passionne. Donc, je pense que oui, on a quand même répondu que le vrac n'est pas seulement une nouvelle tendance en complément alimentaire, enfin pour tout. Ça va être effectivement, y compris pour les compléments alimentaires, mais là, il y aura sûrement des normes très différentes. Hein. Ce n'est pas la même législation, donc moi, je ne peux pas répondre peut-être directement là-dedans. Est-ce que tu t'intéresses aux compléments alimentaires, Laetitia? Non. Pour moi, c'est un sujet très, très différent des produits d'hygiène qu'on propose aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, je vois qu'il y a une question qui est passée sur les savons saponifiés à froid, et ça peut nous permettre d'introduire un autre mouvement que l'on voit beaucoup effectivement depuis un an, qui est un retour à l'hygiénisme et aux soins de soi, à l'immunité. On peut même peut-être dire une sorte de Covid care. Alors, les savons saponifiés à froid, justement, l'Amazona vient d'en lancer. Et est-il vrai que Biocop ne vend plus que des savons saponifiés à froid, et pourquoi? Alors là, vous me posez une colle. Hein. Je sais pas, je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. Je vais m'enseigner. Voilà. Je suis désolé. Alors, toi, d'accord. Ouais. Je Bah ne alors, sais pas si on Laetitia, est tu sur as le apporté. 100%. Je Ouais. sais qu'on a beaucoup de savons saponifiés à froid, mais je ne sais pas si on est sur le 100%. Je n'ai pas en tête que ce soit un engagement ferme de Biocop, mais je vais me renseigner. Bon. D'accord. Ok. Mais Laetitia, tu as apporté, je vois, tes dernières nouveautés, donc tu vas pouvoir nous les montrer, Oui, nous dire pardon. pourquoi. S'il te plaît. Vous êtes en direct du bureau de la RH, donc il y a du passage, évidemment. Oui, pardon, ça fait un peu téléachat. J'ai peut-être un morceau de réponse, mais Pierrick, évidemment, tu sauras mieux que moi. Le savon saponifié à froid demande moins de ressources en énergie au moment de la fabrication. Donc, il y a un vrai intérêt écologique, et pour le consommateur final, il va plus prendre soin de la peau. J'ai vu que c'était aussi très intéressant que tu notifies sur tes packaging, Laetitia, que c'est fabriqué, que les ingrédients proviennent de moins de 100 km de chez nous, quoi, autour de chez nous. Enfin, Alors, 800. Alors toi, j'imagine par rapport à la Drôme quand tu dis ça. Oui, c'est ça, moins de 800. Ça a été déjà un sacré challenge de réussir à les ramener à moins de 800. Challenge réussi, mais on a pris des coups de chaud. Et effectivement, dans la Drôme, il fait déjà assez chaud en ce moment-là. Mais c'est possible. On parlait du local. Parce que au fur et à mesure de ton développement, de ton avancement, et tu trouves toujours de nouveaux arguments, et des arguments plus avant-gardistes, parce que je lisais encore la question de François Deschamps qui nous dit que comment est-ce que tu fais pour tirer ton épingle du jeu avec Green Emporium face aux gros L'Oréal, Unilever, P&G qui ont des moyens très importants. Et est-ce qu'ils t'ont approché pour racheter le groupe l'Amazona Green Emporium? Alors, ils ont déjà dû lire dans la presse qu'à chaque fois, je réponds, il ne faut jamais dire jamais, mais là, pas question. Donc, le sujet est clos. On est dans un très beau projet avec Pierrick également qui s'appelle Biopérennis. C'est peut-être un peu en décalage avec le sujet d'aujourd'hui, mais un projet qui est vraiment là pour la pérennité des entreprises de la bio, pour qu'elles restent dans la bio. Ouais. Donc, le sujet est réglé. Parfait. Alors, on a vu également un autre comportement depuis un an qui est, à l'inverse, à contrario, une augmentation du plastique, et parfois du plastique à usage unique, pour rassurer certains citoyens, et puis des produits donc, qui se sont lancés avec un côté
100%, 99% bactéricides, antibactéries, virus. Il y a également beaucoup de choses qui ont été faites pour mettre en avant comment soutenir sa propre immunité, hein, qui est quand même aussi une des réponses, je dirais, bien plus malignes que celle d'envoyer de la peur, hein, qui est d'apprendre effectivement dans son comportement de tous les jours, entre l'alimentation, le sport, le soin de soi, de voir comment on augmente son immunité. Est-ce que, Pierrick, vous avez remarqué, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des réactions de consommateurs d'un côté qui cherchaient plus de sécurité au niveau des produits, en termes de, comme on a vu tout à l'heure, en termes par exemple de contamination ou de bactériaux? Est-ce que vous avez vu beaucoup de lancements depuis un an autour de ces questions d'augmenter l'immunité, de microbiote, de microbiome? Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, il y a la question de la sécurité, la sécurisation des achats en magasin. Donc ça a été, voilà, on l'a vu sur le vrac et on a Ouais. du mal à pleinement remonter la pente. C'est-à-dire qu'il y a encore des sujets à cet endroit-là. Le vrac n'est pas complètement reparti en termes de consommation. Il y a encore des gens qui sont frileux à aller vers ce type de consommation. Après, sur la question de l'immunité, bah oui, on a eu une ruée sur les huiles essentielles, Ravinsara, etc., Sarah, au moment du confinement. Laurier. Mais je pense que nos consommateurs, enfin, les consommateurs qui vont chez Biocoop ou dans un magasin spécialisé sont globalement plutôt sensibles à du soin alternatif, en tout cas à une volonté d'être dans la prévention, etc. Alors, bon, le contexte, on a été très... voilà, on a laissé faire. Je pense que c'était pas un contexte facile sur une maladie qu'on ne connaissait pas. Après, moi, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est que les ventes de ces produits-là sont plutôt faites en pharmacie que dans les magasins spécialisés. Enfin, les ventes n'ont pas forcément été en très très forte croissance dans les magasins spécialisés et beaucoup plus en pharmacie. Donc les gens sont allés chercher de la sécurité et la blouse blanche, Ouais. ça, Ce qui ça aide à la sécurité. ce qui paraît légitime. On a toutefois vu beaucoup Ça de dépend des marques. pharmacies, mais Voilà, en tout cas, oui, ça rassure. Ça rassure. ouais, ça rassure. On a toutefois vu en magasin spécialisé un certain nombre de marques, hein, qui ont lancé leur propre gel avec des produits plus respectueux, on va dire, du, du côté de la naturalité. Très bien. Bon, en tout cas, nul doute que ce côté renforcement de l'immunité, microbiote, microbiome, euh, continue, hein, à être un grand champ de développement. On n'est qu'au tout début. Pour la santé, c'est un champ d'expérience qui est fabuleux, qui permet déjà d'ailleurs de guérir des maladies, enfin, de les atténuer, en tout cas, comme il y a des expériences qui sont faites sur la maladie de Crohn, entre autres. Et puis, on voit bien qu'en alimentaire, dans les boissons, dans les compléments alimentaires, nous avons de plus en plus de produits qui existaient déjà, comme le kéfir, ou comme les boissons fermentées, mais on voit maintenant une prédisposition, en tout cas dans les linéaires, vers ce type de boissons. Et également le côté nouveaux ingrédients. Ce n'est pas tellement un nouvel ingrédient, le CBD ou le cannabidiol, mais il fait beaucoup parler de lui en Amérique du Nord, notamment depuis 6 ans. Mais là, on voit bien que depuis 2 ans, on a aussi une offre qui est de plus en plus forte. Laetitia, est-ce que tu as des produits déjà avec du CBD, du cannabidiol, ou est-ce que c'est en développement? Non, on a laissé cette tendance passer à côté. Là, on travaille sur une marque pour les adolescents, pour les poids-cniques, pour les magasins bio, parce que les ados sont très concernés par l'environnement, mais n'ont pas d'offre en face en solide adaptée à leur peau. Donc, on y travaille. Et le CBD va peut-être se glisser. On la co-crée avec eux, donc s'ils le réclament, on l'ajoutera. Voilà.
Et là, on vient de lire justement que l'Union des producteurs a annoncé que très prochainement, on allait pouvoir faire l'extraction du CBD à partir du chanvre français et qu'on n'aurait plus l'obligation, pour le moment, on doit se fournir en dehors de la France. Mais on ne pourra toujours pas commercialiser la feuille, les feuilles et la fleur, surtout pour éviter que ce soit confondu avec l'autre molécule psychotrope. Très bien. Bon, ça, c'était pour le côté un peu trend ingrédients. Hein. On voit aussi beaucoup la diversité au niveau des huiles. Maintenant, on a... Alors, avant, on avait beaucoup... on était plutôt classiquement sur des offres tour-de-sol, olives. Et là, depuis plusieurs années, chaque année, on voit les offres s'étoffer avec voilà, de l'argan, du cumin noir, justement beaucoup plus de présence du chanvre en alimentaire, on a la cameline, on a Pierry, et puis on a une variété d'huile d'olive qui est fabuleuse. Pierry, qu'est-ce que vous suivez aussi ce côté développement des huiles? Est-ce qu'il y a des demandes particulières des consommateurs? Oui, alors c'est une demande particulière. En tout cas, il y a un marché, clairement. Après, l'huile de Nigel, et cetera, c'est des huiles qu'on a depuis longtemps, hein, dans les magasins bio. En fait, il n'y a pas alors il y a toujours des tendances nouvelles, enfin des produits qui émergent, alors parfois de très court terme, hein, ça émerge, puis, ça peut disparaître, 1 an ou 2 après. Il y a un article dans un journal ou à la télévision, voilà. Vous pensez à quoi? Vous avez des exemples Bon, sur... non, là, comme non? ça, récemment, pas trop, mais je sais que parfois, on voit des gens arriver et ils demandent d'un coup, un produit qu'on ne connaît même pas, et donc bah, on va le chercher. Après, le cahier des charges Biocoop, parfois, nous oblige à dire qu'on ne l'aura pas, mais bon, j'ai pas d'exemple en tête là récent. Il y a eu après, voilà, ce sont enfin, moi, ce que je voudrais dire sur tous ces sujets-là, c'est la question. Alors, évidemment que dans les magasins spécialisés, on doit trouver une largeur d'offre qui fasse que bah, les clients qui recherchent ce type d'huile ou ce type de produit les trouvent. Après, il y a une place limitée par rapport à un marché aussi, et forcément, il y a des arbitrages. D'autant plus que bah, Biocoop, on n'est peut-être pas l'enseigne la plus adaptée pour ce type de sujet, parce qu'on est d'abord des épiciers, et pour nous, la santé passe par l'alimentation. Enfin, c'est forcément, ça va bien avec l'huile, hein, mais voilà, il y a d'autres réseaux spécialisés qui sont, à mon avis, plus enfin, qui ont de meilleurs conseils, ou qui ont, voilà. Alors après, je parle avec discernement, parce qu'il y a des Biocoop qui sont très, très fortes là-dedans, mais voilà. Donc, évidemment, je vois, il y a des questions sur l'émergence des produits fermentés. Oui, il y en a dans les Biocoop. C'est un sujet, enfin, c'est évidemment important sur les aspects santé et nutrition. Donc, après, le marché est ce qu'il est aussi, quoi. Donc, il n'y a peut-être pas de la place pour 15 fournisseurs de produits fermentés dans les rayons. Et après, il y a le local. Il y a aussi beaucoup de produits locaux, de producteurs locaux qui travaillent ce type de sujet. C'est vrai qu'effectivement, pour être consommatrice de produits bio depuis plus de 20 ans, j'observe que tout ce qui était à l'origine, il y a 20 ans, très très peu connu, hein, comme justement une partie de ces huiles et produits fermentés qui étaient lacto-fermentés, qui étaient déjà présents, sont maintenant sur le devant de la scène. Donc on peut vraiment dire que une grosse partie de l'offre d'origine du bio est devenue tout à fait tendance et répandue, en tout cas pour le plus grand nombre, dans une initiative, encore une fois, de santé globale. Il y a également je vois une question intéressante d'Agneta qui nous parle de cette origine France que l'on voit de plus en plus décriée par certains citoyens qui s'interrogent vraiment, le consommateur, sur le fait qu'il peut y avoir une tromperie. On le sait tous, que ce soit en beauté, en alimentaire, dans tous les secteurs, ou tout simplement parce que
les matières premières, les produits sont conditionnés en France, mais ils peuvent venir d'Asie ou de toutes sortes de pays européens ou américains. Comment est-ce que vous, Biocop, vous arrivez à faire le tri dans le référencement, par exemple, au niveau éthique? De manière assez simple, c'est qu'on dit ce qu'on fait. Donc, il y a de la transparence sur le… Voilà, enfin, on ne mettra pas Made in France si c'est juste un emballage en France, quoi. Si c'est juste emballé en France, donc pour nous, il n'y a pas de sujet. La transparence est essentielle. Puis, c'est très bien que les consommateurs se posent des questions sur ce qu'on leur raconte, parce que là, on est sur l'origine washing, hein, c'est clair. Hein, et c'est parfois même plus profond. Hein, sur l'élevage, on sait que des agneaux de Nouvelle-Zélande débarquent au enfin, peut-être pas au Mont-Saint-Michel, mais débarquent en France. Et après 3 mois, on peut dire que ce sont des agneaux français. Voilà, donc il y a des systèmes qui sont faits pour que l'origine soit contestable. Donc là, tout l'enjeu, c'est de travailler sur des relations avec les producteurs, avec les différents fournisseurs pour relocaliser. Et donc, oui, le sujet de la relocalisation, pour aller au bout de la réponse, le sujet de la relocalisation est un sujet essentiel pour Biocop. La question de l'origine France est un sujet primordial. En tout cas, sous nos marques Biocop, parce qu'on a lancé notre marque Biocop, notre ambition est d'avoir 100% des produits qui sont possibles, cultivables en France, soit d'origine France. Donc, on vise le 100% origine France, dans ce qui peut l'être. Aujourd'hui, on est à 86%. Donc, il nous reste 14% à aller chercher dans l'origine. Et je vais répondre à la question des savons, parce que j'avais ma petite oreillette. Non, on n'est pas du tout sur le 100% saponification à froid, comme je l'imaginais. Je ne pense pas que c'est un engagement de Biocop. Et alors, c'est écrit comme ça, mais visiblement, ce n'est pas un sujet vraiment travaillé chez Biocop, la question de la saponification à froid. Voilà. Donc, il y a une offre large chez Biocop. Et on ne vise pas la saponification à froid à 100%, en tout cas pas actuellement. Ce n'est pas un sujet pour l'instant. Très bien, effectivement, on avait vu que certains avaient répondu dans le chat. Et pour revenir sur cette question d'origine, justement, Laetitia, toi, comme on disait par rapport à tes produits saponifiés à froid, où tu mets le rayon, tu indiques le rayon des 800 km, est-ce que tu as une charte particulière sur ton sourcing en termes de localisation? Alors là, on s'était fixé comme objectif moins de 800 km, on voulait plus proche. Et au fur et à mesure des recherches, on s'est rendu compte qu'il fallait toujours rajouter quelques kilomètres. C'était vraiment un jeu compliqué, puisque dès qu'on trouvait un parfum fabriqué à Grasse, donc pas loin de chez nous, finalement, l'un des ingrédients du parfum venait de Bulgarie. Enfin, ça semble évident une fois qu'on le dit, mais à chaque fois, on avait tellement d'espoir sur le fait d'avoir trouvé le bon ingrédient qu'il fallait relancer des démarches, puisque changer un parfum dans un produit, ça va faire qu'il va se figer à un délai différent. Enfin, ça fait vraiment reformuler de zéro. On a eu une belle surprise sur l'indigo, le bleu, qui nous permet de faire un joli savon bleu. Pareil, on a réussi à le trouver de manière pas si lointaine en Provence, alors qu'on avait fait des premières tentatives où finalement on découvrait que le fournisseur nous avait caché qu'il venait de beaucoup plus loin. Donc on n'a vraiment rien lâché et on a fini par réussir à les sortir. C'est un vrai parti pris quand on s'engage sur ce genre de sujet, parce que c'est tellement complexe qu'il faut vraiment tenir la barre jusqu'au bout, plutôt que se dire bon allez, tant pis, on dira 95% des ingrédients à moins de 800 km et ça passera. Et les consommateurs, en réalité, ils s'en fichent un petit peu. C'est nous qui nous rajoutons des contraintes. Mais non, on est content de le faire, et on a en face des consommateurs de plus en plus conscients, de plus en plus informés, et qui eux-mêmes vont au bout des choses et qui nous imposent de faire toujours mieux. Donc ça, c'est bien. Justement, par rapport à ça, Laetitia, je rebondis sur une question de François Deschamps, pour tous les deux, pour Pierrick et pour vous, qui dit qu'au-delà, sur le sujet du zéro déchet, au-delà de ce qui est mis en place pour les consommateurs dans les magasins ou concernant vos produits, est-ce qu'il y a des règles spécifiques relatives à cet enjeu appliquées en interne? En gros, est-ce que vous allez jusqu'au bout de la démarche? Est-ce que vous êtes sincère de A jusqu'à Z, pas uniquement sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on ne voit pas?
On essaie, c'est dur, mais on essaie. On forme les gens en interne pour leur expliquer pourquoi on fait du zéro déchet. Au début, on était une dizaine, donc que des personnes impliquées dans la démarche, c'était facile, mais plus l'équipe grandit, plus on a des publics variés au sein de l'équipe. Donc, on essaie de se former en interne. On se met des contraintes sur toute la gestion des déchets. Le film plastique des palettes est à 80% recyclé. On a du scotch en carton et non pas en plastique depuis 11 ans. 11 ans qu'on a cet engagement, alors que ça coûte beaucoup plus cher, mais ça permet que les cartons, une fois chez nos revendeurs, soient recyclables. Et puis surtout, là, on va au bout des choses avec la construction d'un écolieu. Ça se passe juste derrière et ça va être un bâtiment à énergie positive. Et sur ce terrain, on va avoir un jardin en permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Donc, on ne pourra pas faire plus local. On sera en bio, évidemment. Et on vise également l'autonomie en eau, puisque l'eau est un vrai enjeu d'avenir, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais on a construit une énorme cuve à eau sous toute la surface de notre bâtiment pour pouvoir stocker les eaux de pluie en hiver et être autonome pendant l'été pour notre jardin et tous les fruitiers qu'on veut planter sur la parcelle. Dis donc, mais c'est passionnant. J'ai parfaitement répondu à la question de François Péchon, et d'ailleurs, ça répond aussi à une question qu'il avait posée un petit peu plus haut sur quelle est finalement la valeur différenciante entre ce que vous proposez et ce que peut proposer L'Oréal en GMS. C'est que là, très clairement, à partir du moment où on est un consommateur engagé et qui veut s'attacher à une marque qui est sincère sur ces sujets-là, il n'y a pas de doute. Et vous, Pierrick? Alors nous, on a bon, effectivement pas mal de démarches sur nos plateformes, sur de certification, d'engagement. Pour nous, un des grands sujets autour du déchet, alors il y en a deux, mais c'est la question de où partent les déchets, donc depuis les magasins. Donc là, on réfléchit, enfin, on essaie d'embarquer les magasins pour que aucun déchet ne parte en enfouissement. Alors ça dépend des sujets, enfin, aussi des politiques publiques locales. Et après, il y a la question des déchets parce que je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais le zéro déchet, ça n'existe pas. Le zéro déchet, je veux dire, les produits qui arrivent pour le vrac sont emballés. Au risque d'être déceptif, voilà, nos huiles en vrac sont en bidon, voilà, parfois en bidon en plastique, sont livrées en bidon en plastique. Donc, il y a aussi la question de ce type de déchets-là, de réutilisation et donc de circuits à l'échelle nationale, parce que tout l'enjeu pour Biocop, c'est bien d'avoir des solutions à l'échelle nationale, donc sur le réemploi, la consigne. Et donc là, on doit embarquer les magasins et les plateformes, les circuits de distribution. Donc voilà, c'est important, c'est effectivement de travailler sur les déchets qui ne se voient pas en magasin et qui font partie du circuit logistique. Alors il y en a de moins en moins, hein, mais c'est un gros travail. C'est vrai que c'est intéressant. On a aussi des acteurs connexes sur cette logistique-là qui développent et qui proposent des solutions de plus en plus intelligentes et hyper adaptées à ces problématiques pour aller jusqu'au bout de la logique. Donc des sociétés comme Usage qui proposent d'arriver avec des contenants, de les ramener, de les laver, de vous les ramener, etc. Ce qui répond aussi à la problématique de l'hygiène parce qu'ils sont parfaitement bien équipés sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est une mise en route qui va devoir se faire au fil de l'eau, quoi, clairement. Pascal, je te relaisse la parole. Oui, d'accord. Oui, on voit bien qu'on a énormément de nouveautés et d'innovations en termes de système et de packaging, et on va avoir un flux continu pour les années à venir, hein. On peut citer notamment en cosmétique Cosy maintenant, que tout le monde connaît avec son système de doseuse et qui a vraiment développé sa marque blanche et que toutes les multinationales, les grandes marques sont venues voir en termes de technologie pour l'adopter dans certains de leurs points de vente notamment. Et effectivement, Pierrick, ce que l'on ne voit pas, c'est que parfois, enfin nous consommateurs, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est dans les livraisons en vrac, si on arrive, si 20 kilos, par exemple, de lentilles arrivent pour être mises en vrac, le contenant doit être beaucoup plus solide que l'équivalent d'une multiplicité de petits sachets de 250 ou 500 grammes. Et que donc, ce bilan carbone-là, il est important. Et donc, ce qui va compter pour l'avenir, effectivement, c'est l'usage derrière qui va être fait, c'est la juste consommation, c'est de pouvoir réutiliser ces emballages-là
C'est tout à fait juste. Et pour revenir sur la question des ingrédients, j'étais très contente d'entendre ce que tu relatais, Laetitia, qui montre vraiment que tu vas au fond des choses et c'est important, c'est un vrai sujet. J'en parlais récemment avec Nicole Giraud, qui vient de monter un consortium avec un certain nombre de marques de sa société DNA Agency. Donc, elle peut vraiment traquer l'ADN des plantes. Hein, et on était d'accord pour dire que nous sommes qu'au tout début de la transparence, puisque en beauté, nous aurions plus de 50% en fait, des ingrédients qui ne sont pas de la bonne origine ou qui sont mélangés, en fait, des plantes qui peuvent être mélangées avec d'autres et qu'on a effectivement un gros travail à faire en termes d'éclairage sur l'origine du sourcing. Donc ça, je pense que ce sera un vrai sujet pour les mois et les années à venir. Au bout de notre horaire, donc je regarde s'il y a d'autres questions. On avait aussi noté, nous, en alimentaire, que, bien entendu, il y a eu il y a eu beaucoup de joie autour des tendances, enfin, c'est pas une tendance, mais autour des moments de l'apéritif, beaucoup plus de côté festif, beaucoup plus de fait maison. De toute manière, depuis un an, de manière générale, le do-it-yourself a profité à quantité de secteurs, que ce soit le récréatif, l'alimentaire, la cosmétique. Donc, voilà, que c'était aussi parfois un peu par la force des choses, en famille, qu'il fallait faire les repas 3 fois par jour. Donc, il y a eu beaucoup de propositions qui sont arrivées et que l'on verra à Natexpo en octobre en termes de saveurs, de goût, alors de dips avec des tartinades, des choses à tremper. On a du local, mais on a aussi des choses un peu plus lointaines, comme le fruit du jacquier, comme la farine de banane verte. Donc tout ça sera à découvrir. Et voilà, je regarde si vous avez d'autres questions. Oui, on a hâte de découvrir ton écolieu. Alors justement, Laetitia, est-ce que ce sera visitable? Est-ce que tu vas nous faire des visites particulières? J'imagine déjà, et forcément pour les journalistes et les influenceurs dans un premier temps. Mais pas que. On se met encore un autre challenge sur ce projet, c'est de réussir à faire labelliser le jardin remarquable. C'est un label du gouvernement qui félicite les beaux jardins. Et ceux-ci sont forcément ouverts au grand public. On aimerait aussi accueillir des scolaires sur le lieu. On aime bien ouvrir les portes. On était parisiens avant d'arriver dans la Drôme il y a 3 ans. On avait très peur de passer pour les Parisiens véganes qui débarquent. Il faut savoir que là, on est dans un petit village de 700 habitants. Donc, on ouvre les portes au maximum et cet écolieu va être une très bonne excuse pour le faire d'autant plus. Il commence à y avoir un certain nombre, en plus de sociétés cosmétiques dans la Drôme, outre la production aussi en termes de plans. Donc, ça va être un nouveau dans le domaine. Très bien. Bon, écoutez, merci à tous pour ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si on pourra vous répondre par la suite. Vous pouvez de toute manière nous contacter sur les réseaux. Moi, je poste quasiment tous les jours sur LinkedIn, donc justement pour promouvoir tout le côté vertueux des marques, les petites, mais aussi les grandes, voilà, on a absolument besoin aussi des multinationales. La part du colibri ne suffit pas. C'est vrai que c'est nous, consommateurs et citoyens, qui poussons vraiment pour les changements d'usage et de comportement et d'expérience. Mais on a absolument besoin des plus grands pour faire cette accélération dont nous avons tous besoin au niveau de la planète et pour nous humains. Écoutez, merci beaucoup. C'était
très intéressant. Vous avez été très nombreux à nous suivre, donc c'est chaque fois de mieux en mieux, donc on est très heureux de ça. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de Natexpo le 31 août, donc vous serez tout bronzé, tout reposé, vous aurez mangé des choses très saines pour la santé et fait beaucoup de sport pendant l'été pour reprendre... pour remonter en selle, en pleine forme à la rentrée. Rendez-vous sur Natexpo, évidemment, hein, du 24 au 26 octobre. Comme le disait Pascal, nous sommes nous aussi très actifs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de Natexpo et également la page Instagram. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'échanger, de découvrir des ouvertures différentes en fonction des échanges qui y sont faits. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup Pascal, merci Laetitia, merci beaucoup Pierrick et très bonne journée. Oui, il y aura un replay, hein, je vois. Oui, tout à fait. Sera envoyé et voilà. Merci à tous. Merci Au revoir. beaucoup à Pierrick et Valérie. Au revoir. Au revoir.